Heu, bon, l'assurance vie, c'est véritablement l'outil indispensable que nous utilisons au quotidien. Je voudrais savoir d'abord quel est votre regard sur, l'évolution réglementaire de l'assurance aujourd'hui. On parle beaucoup de revoir un peu les aspects fiscaux et les avantages liés à l'assurance vie, on en a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, d'actualité ou ça ne l'est plus du tout d'actualité sur les avantages liés à l'assurance vie, aujourd'hui? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que dans vos directions respectives, c'est un Oui. sujet ou Il y a un sujet, c'est de simplifier la tâche au quotidien des CGP. La réglementation s'intensifie année après année. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier. J'ai toujours entendu parler d'une réglementation qui se durcit. Force est de constater que c'est vrai, que la part de l'administratif dans le quotidien des cabinets de conseil, qu'ils soient petits ou gros, elle est ultra importante, elle est imposante. Alors, je pense que notre rôle à tous ici, c'est de fournir des outils au quotidien pour essayer de baisser cette part d'administratif, augmenter la part de commercial, puisque c'est ce qui fait vivre un cabinet de conseil, c'est aller chercher de nouveaux clients, mais c'est de savoir aussi le retenir. Alors comment ça passe par quoi? Ça passe par la digitalisation des actes. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous au fait là-dessus. C'est communiquer sur des mandats de gestion pour simplifier l'allocation d'actifs. on va reparler de ces sujets-là, mais bon, c'était surtout de partie de voir si l'environnement de l'assurantiel d'aujourd'hui serait impacté demain, ou est-ce que vous aviez, est-ce que les avantages liés à l'assurance vie aujourd'hui, c'était des sujets qui étaient d'actualité dans vos directions, qu'on regardait? Parce que bon, il y a tellement, je crois, 2000 milliards de stocks, je crois, hein, c'est ça, on était à 1800 il y a très peu, donc et ça va continuer certainement, mais est-ce que, bon, c'est intéressant pour l'État de pouvoir aller ponctionner ou de revoir un peu l'aspect fiscal de l'assurance vie. Est-ce que vous aviez eu de la part de soit de Bercy ou autre, dans vos compagnies respectives, ces sujets-là à l'ordre du jour? Alors, je parlais pour la partie sur l'avenir, je vous laisserai compléter évidemment, messieurs. Aujourd'hui, non, on n'a pas eu de points nouveaux sur le volet fiscal. L'assurance vie, tu l'as mentionné, c'est entre 1800 et 2000 milliards. Ça finance évidemment de l'économie réelle derrière, hein. C'est pas juste le plaisir, c'est pas que du. Même quand on cite du fonds en euros, il y a de l'obligation d'État, il y a de l'obligation corporate. L'obligation corporate, ça finance des entreprises, c'est très concret. Dans les unités de compte, vous savez tous ce que vous mettez et ce que ça finance, que ce soit de l'immobilier, du private equity, mais aussi des fonds, des sociétés qui ont besoin de valorisation, qui ont besoin d'actionnaires. Donc, aujourd'hui, pourquoi on parle beaucoup de l'assurance vie du volet fiscal? Vous avez eu les prélèvements sociaux qui ont été augmentés. Nous, on n'a pas d'informations particulières. On a également, je veux le dire, hein, on n'a pas de conviction sur le fait qu'il va y avoir une grande réforme fiscale sur l'assurance vie, qu'il y ait de l'ajustement au niveau des prélèvements sociaux et qu'on recolle au compte titre, très probable. Mais aujourd'hui, non, je ne pense pas. En tout cas, nous ne pensons pas qu'il y aura de grandes réformes fiscales. Et je voudrais préciser un point quand on parle de l'assurance vie, de la fiscalité. Si aujourd'hui on en parle, c'est pas parce que c'est fragilisé, c'est parce que c'est clairement l'outil le plus important dans l'épargne des Français et c'est là où il y a le plus d'épargne. Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler. Mais pour moi, c'est parce que c'est phare et pas parce que c'est fragile. Absolument. Alors effectivement, pas de. Alors le sujet de la réglementation de la fiscalité, c'est un sujet qui revient tous les ans. Donc est-ce qu'il y aura des évolutions? La réponse est probablement oui. Est-ce qu'il y aura du bruit autour de ça? La réponse est oui, évidemment. Alors effectivement, la manne financière est importante, hein, plus de 2000 milliards d'encours sur l'assurance vie. Une année 2025 qui a été record en matière de collecte, tant brute que nette. Et donc forcément, ça peut aiguiser les appétits ou d'aller chercher effectivement des sources de financement. C'est aussi un jeu d'équilibre, puisque l'assurance vie en tant que telle, elle finance l'État, elle finance les entreprises, et donc venir ponctionner forcément des montants colossaux, puisque l'épargne, enfin l'assurance vie est le placement préféré des Français. Pour autant, elle équipe un peu plus de 41% des ménages, donc il reste à faire. Et donc c'est un subtil jeu d'équilibre à trouver entre fiscalité, augmentation de la fiscalité ou des prélèvements sociaux, et poursuite de cette collecte qui finance l'économie réelle et l'État. Non, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, pas mieux sur cette question. Il n'y a pas à notre connaissance, hein, de révolution, de projet pour changer totalement. Je pense qu'il y a des tentatives ponctuelles, et on a les mêmes informations aujourd'hui, en tout cas au niveau du groupe Carab, que celles dont vous pouvez être témoin aujourd'hui dans la presse ou autres moyens de communication, comme par exemple les actifs improductifs. Est-ce que l'assurance vie rentre dans cette catégorie ou non? Donc c'est plus à la maille, mais il n'y a pas à notre connaissance, de volonté pour l'instant.
des tentations, oui. Mais Alors, l'assurance vie, si on regarde rétroactivement, l'assurance vie, historiquement, c'était le fonds en euros. Le fonds en euros, qui est l'avantage indéniable de donner un rendement avec un capital garanti. Qu'en est-il des fonds en euros aujourd'hui dans vos différentes boutiques respectives? ouais, je crois Vous que collectez toujours autant, ça oui. diminue au profit d'unités de compte? Voilà, quel est un peu le... Alors, sur les plusieurs choses. Déjà, historiquement, effectivement, l'assurance vie, c'était les fonds en euros. Je crois quand même depuis une trentaine d'années, on sait, et vous y êtes également mis comme les assureurs qui vous ont suivi pour répondre à votre demande d'intégrer de plus en plus d'unités de compte. Après, selon l'environnement, le fonds euro devient dominant ou au contraire en retrait. Mais il reste malgré tout, moi, depuis plus de 30 ans que je suis témoin de cette activité, un socle dans les allocations d'actifs que vous réalisez vis-à-vis de vos clients. Et l'utilisation des fonds en euros, moi je le vois sur deux objectifs. Le premier comme quelque part fonds de portefeuille disponible, rentable, sécuritaire, puisque le capital est garanti par l'assureur, il ne faut pas qu'il fasse faillite. Et la deuxième utilisation, le fonds en euros, est un moyen extraordinaire pour investir sur les unités de compte, j'en bafouille, de manière progressive au travers, par exemple, des arbitrages programmés. Et dernière chose sur les fonds en euros, c'est vrai que c'est un outil d'attractivité de vos prospects et tout cela est animé par, j'allais dire, le soutien aussi des assureurs en la matière, en proposant les fameux boosts qui permet justement de doper la performance sur 1 an, sur 2 ans, et d'utiliser ce fonds en euros pour les deux motifs que j'exposais juste avant. Alors effectivement, le fonds en euros, c'est la colonne vertébrale de l'assurance vie, hein. Pour bon nombre d'épargnants français, assurance vie égale fonds euro ou fonds euro égale assurance vie. Donc maintenant, il est effectivement au cœur du dispositif. Il est toujours autant souscrit, ce fonds en euros, pour les avantages que donnait Olivier. Et effectivement, ça fait une trentaine d'années que la diversification s'est davantage ouverte au travers de vous, conseillers en gestion de patrimoine, et puis au travers aussi d'AXA Thema, pour paraphraser. Olivier le connaît bien, puisqu'il a participé à la création de Thema. Il a créé Thema, et Thema, ça s'est créé sur un concept assez simple à l'époque, c'était la diversification et l'ouverture des contrats d'assurance vie à la multigestion et au multi-support. Donc, en la matière, Thema a été un pionnier. Pour autant, le fonds en euros, effectivement, est au cœur du dispositif. Il a été souscrit, sursouscrit. Il y a eu des périodes, effectivement, de taux bas, voire négatifs, donc il a fallu le protéger. Pour autant, aujourd'hui, c'est un outil à la fois qui vient sécuriser les épargnants français, qui est, je dirais, la mission numéro 1 d'un assureur aujourd'hui, hein, c'est de protéger dans toutes les dimensions, que ce soit donc, y compris l'épargne. Et puis le fonds en euros, il sert aussi et Olivier l'a dit, à diversifier l'épargne, davantage de support, actions obligataires, mais aussi à financer l'économie réelle au travers du fonds en euros lui-même, mais d'autres supports qui peuvent être proposés au sein de l'assurance vie. Eh ben, entièrement d'accord, donc je ne vais pas rajouter grand-chose de plus, je vais juste vous dire le positionnement du fonds euro chez Viplus. Chez Viplus, chez nous, vous travaillez, fonds euro, c'est très faible, hein, on est à quasiment 70-75% du C, et sur les encours et sur la collecte, donc vous l'utilisez pour nous dans la bonne position, c'est-à-dire que c'est un fonds sécuritaire, c'est le rôle qu'il a, c'est un fonds garanti qui vient dans une brique de diversification. Et donc le fonds euro, oui, c'est important, oui, on a le même rendement, oui, il marche très bien, oui, il est solide, mais il a la position qui nous va bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un contrat de support, il ne prend pas une grosse part de l'allocation. Sur quelques contrats diversifiés, vous faites du 100% fonds en euros. Mais aujourd'hui, il fait totalement partie d'une allocation globale que vous maîtrisez et que vous travaillez. Donc nous, le fonds en euros, c'est un sujet parce qu'il marche bien, mais ce n'est pas un sujet d'allocation parce qu'il a une taille qui est très cohérente avec votre marché. Juste pour préciser un peu tout ce qui a été dit, ou en tout cas aller un peu plus loin, nous ce qu'on regarde sur un fonds en euros, c'est bien sûr le rendement, année après année, l'évolution du rendement. Quelle campagne bonus il y a, parce que c'est toujours intéressant. Mais il y a un élément qui est, à mon avis, sous-évalué, c'est le niveau de réserve et l'évolution de cette dernière.
Vous avez un site qui est très bien fait, qui s'appelle Good Value for Money et qui permet d'analyser le niveau de réserve de tous les fonds en euros. Et vous verrez qu'il y a certains fonds en euros qui ont un taux de base relativement bas, mais maquillé avec un niveau de réserve, enfin avec les réserves qui viennent alimenter ce fonds en euros. Et vous avez beaucoup de fonds en euros, notamment sur des assureurs mutualistes, qui ont pioché énormément dans leurs réserves et qui ont plus grand-chose en stock. Ce qui veut dire qu'à court terme, ça peut tenir. À moyen terme, on est un peu plus sceptique. Et nous, on aime bien appuyer là-dessus parce qu'on a des réserves qui sont au-dessus de la moyenne. Et ce qui laisse C'est une solution patrimoniale, donc on est là à moyen long terme aussi, pas qu'à court terme. Ok. Donc les fonds en euros sont redevenus attractifs, et si bien même que vous en avez profité pour vous challenger respectivement avec des taux boostés différents des uns des autres en fonction des taux de rendement de l'année précédente. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on est toujours dans ces campagnes commerciales de fonds boostés? Est-ce que ça se calme ou est-ce que ça va continuer encore quelques temps? Alors, on a eu un retard à l'allumage, donc ça continue dans la même lignée que l'année dernière. Donc, c'est des taux, des rendements autour de 3% avec des bonus qui oscillent entre 0,5 et 2%. Mais c'est souvent conditionné à l'unité de compte parce que justement, il faut diversifier ses encours, ses allocations. Si on met tout sur un seul et même support, on risque d'avoir des déconvenus. C'est comme tout support qui collecte énormément, qui collecte beaucoup. À un moment donné, il y a un retour de bâton. Donc c'est bien de diversifier ses allocations. Et nous, c'est dans ce sens que s'inscrivent nos campagnes bonus. Alors oui, il y a toujours du bonus, oui, c'est toujours la bagarre, et tant mieux pour les épargnants, mais si on le fait, le vrai sujet, c'est, parce qu'on aime bien se challenger, mais hormis ça, c'est surtout parce qu'on veut collecter net en euros et que c'est intéressant, même en payant un bonus, de collecter pour nous net en euros, parce qu'en fait, on achète du rendement pour les années futures. C'est pour ça que tous les assureurs et mes confrères qui sont là, c'est la gestion du fonds euro, c'est de la gestion financière, et c'est via cette gestion financière qu'on a une volonté ou pas d'aller chercher du fonds euro. En tout cas, là, jusqu'à la fin du premier trimestre, on voit bien que les taux obligataires restent hauts. Est-ce que pour Vipus, en tout cas, je peux vous prédire l'avenir? Je pense qu'on va réellement se poser la question à la fin du premier trimestre. Parce que le sujet, c'est pas de surpayer pour utiliser de l'économie, c'est juste d'aller avoir une campagne nette de collecte sur le fonds en euros quand on a un bon investissement en face. Et évidemment, le bonus, je sais que vous le regardez et c'est un point intéressant, mais je sais aussi que vous regardez en priorité, c'est la durée, la fiabilité du contrat, de ce que vous avez au global. C'est un bon produit d'appel au début. Faites attention aux offres où vous voyez 2 fois ou 3 fois le fonds en euros en bonus quand même. Mais hormis ça, la majorité des acteurs qui sont présents sur ce marché depuis longtemps sont solides, ils savent ce qu'ils font, ils gèrent très bien leurs fonds en euros. Vous les retrouvez après les mêmes partout. Voilà. Donc, politique de bonus, oui, toujours à l'heure actuelle. Est-ce que c'est durable? Kevin a un peu énoncé le sujet. Donc, non, c'est pas durable. Oui, Kevin Eric, pardon. Est-ce que c'est durable? Non. Tant effectivement que le niveau des obligations sera au niveau actuel, ça donnera effectivement de l'élan. La volonté, c'est pas effectivement de surpayer, c'est d'accompagner, de vous accompagner dans les constructions d'allocations d'actifs et pas regarder uniquement le prisme du rendement du fonds en euros, mais plutôt d'avoir un rendement global, ce qui est attendu aussi par le client, et d'avoir une construction de briques. Et donc ces bonus-là, ils sont là pour accompagner les rendements futurs, Eric l'a dit, les rendements futurs du fonds en euros, mais aussi accompagner la diversification et donc le rendement global du portefeuille et de vos clients. Juste un commentaire supplémentaire peut-être. C'est vrai que au moment où les taux étaient négatifs et à la sortie de ces taux négatifs, il a fallu aussi faire rentrer du cash pour profiter de nouveaux investissements. Donc les boosts en euros ont permis ou ont aidé les assureurs à reconstituer ce cash. Dans la prospective, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, ça dépend aussi des réserves dont disposent les assureurs, parce que vous connaissez le mécanisme des boosts euros, hein, ce n'est pas l'assureur qui paye, c'est la richesse de la communauté des assurés qui sont investis sur cet actif qui paye. Donc il faut avoir les réserves pour le financer. À titre personnel, je pense qu'on devrait ralentir sur ces dynamiques. Après, il y a des facteurs exogènes, c'est la concurrence, c'est la compétition qui stipule la performance. Si tout le monde continue à mettre ça en avant, les assureurs vont suivre.
Nous, chez Célentia Patrimoine, on essaye d'anticiper justement peut-être une diminution, une sortie de ces boosts en euros qui sont toujours disponibles chez nous, hein, cette année jusqu'en 2027. En intégrant notamment, je parlais des synergies au sein de notre groupe Carac, on intègre le fonds euro de la Carac qui ne pratique pas de politique de boost, mais qui a des performances et des réserves effectivement excellentes. Et depuis des années, à titre d'exemple, 2025, c'est 3,55 net sans aucun boost. Donc ça fait partie des solutions d'investissement qui permettent de trouver un support, comment dirais-je, rentable et durable. Alors maintenant, on va parler d'un petit sujet qui fâche. Euh, historiquement, j'avais cru comprendre que les contrats multisupports, c'était des contrats en architecture ouverte. Oui. Ça a bien évolué ces dernières années et on constate aujourd'hui des limites à l'architecture ouverte, notamment par le biais du value for money. Le value for money instaure éventuellement des règles, mais qui ne sont pas les mêmes des compagnies aux autres. Donc je voudrais savoir quel est votre sentiment par rapport au value for money et d'être très transparent vis de la communauté que nous avons de CGP en face. Pourquoi je peux souscrire un fonds chez AXA et que chez Célentia je ne peux pas le souscrire, sachant que... Non, mais un exemple, ou inversement. Pourquoi je ne peux pas le faire, sous-entendu qu'il y a des règles. Or, ces règles sont différentes des unes des autres. Y aurait-il pas à mettre en place un indice ou un benchmark qui s'imposerait à tous pour qu'on puisse éventuellement, lorsqu'on souscrit auprès d'une compagnie d'assurance, le fonds qu'on veut par rapport à une autre compagnie qui l'a aussi? Alors, value for money, je rappelle, c'est pas une loi, c'est pas une règle. Enfin, si, il y a une règle associée à cela. Une association, je crois, à la base, qui avait un... Oui, c'est France Assureur qui met en place cette règle, qui ne s'impose pas aux assureurs, mais les assureurs essayent d'avoir un auto-contrôle de leurs activités. Cette règle, pour mémoire, c'est de dire, au-delà de parler de la règle, avant, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'essayer de contenir les frais appliqués et pris aux clients, puisque c'est ça la finalité. Et la règle est la suivante: dans une classe d'actifs donnée, votre fonds, quand il est évidemment, il fait partie de cette classe d'actifs, ne doit pas avoir des frais de gestion qui dépassent 133% de la moyenne des frais de cette catégorie. Ça, c'est la règle. Après, les assureurs sont libres ou non de l'appliquer et de la suivre. Et c'est pour ça qu'il y a, au-delà de cette règle, des éléments que l'assureur regarde. Si le support en question n'est pas à 133, mais j'ai n'importe quoi, 200% de frais par rapport à la moyenne de sa catégorie, mais que en performance, il est dans le premier quartile depuis 5 ans, 10 ans ou 20 ans, là, l'assureur peut le garder, il n'y a aucun problème, et s'octroie justement la prérogative de le garder. S'il n'y a pas la performance, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, il y a d'autres éléments. Alors, on peut le dire, il y a des éléments commerciaux, il y a des éléments en fonction de votre partenaire. Donc, c'est un espèce d'équilibre. Et après, l'assureur peut se réserver aussi le droit, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on regarde, sur un pourcentage spécifique d'unités de compte disponibles, de dire, bon, ben là, sur le motif commercial, de performance ou que sais-je, de garder ce support. Ce n'est pas la fermeture de l'architecture ouverte, c'est plus un principe de contrôle et de pilotage des frais de support référencés. J'en profitais sur le même ordre d'idée. Je dirais que peut-être que Value for Money, c'est quelque chose d'intéressant pour vous parce que ça fait un nettoyage de fonds que vous avez référencés dans vos différents contrats respectifs et vous vous dites, on en profite pour nettoyer. Ça, c'est une question intéressante. Oui, parce que quelque part, parce que Value for vous Money, l'interprétez à votre manière aussi. Voilà, c'est la deuxième année finalement qu'on l'applique. La première année, on a sorti des fonds, mais ça n'a eu aucune incidence commerciale, puisqu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'encours et pas de collecte. Là, la deuxième année, ça commence un peu à gratter, parce qu'en plus, cette règle-là, on l'applique chaque année. C'est la limite de VFM. Jusqu'où ça va s'arrêter? Parce que dans l'absolu, tous les ans, tu vas devoir réduire ton stock.
Oui, alors effectivement, c'est une règle qui a vocation, aujourd'hui telle qu'elle est faite, à être applicable, j'ai presque envie de dire à tout moment, en fonction de la volonté de l'assureur. Est-ce qu'il va le regarder de façon annuelle? Est-ce qu'il va le regarder de façon trimestrielle? Donc Value for Money a eu effectivement cette vertu à un moment donné. Dans le cadre de cette multigestion, il y a eu énormément de contrats avec énormément de supports. Et donc là, la réglementation nos organes de tutelle ont aussi voulu, je dirais, simplifier la lecture des différentes gammes. Et donc, la première lecture des assureurs, c'est de se dire, je vais simplifier mon offre de support. Et donc, énormément de support avec pas ou peu d'encours, pas ou peu de collecte. Et donc, ça, c'est la version simple. Et puis après, l'exercice, effectivement, Olivier le disait, il est beaucoup plus difficile à mener, puisque bah, il faut le regarder tous les ans. Alors, il y a quelques initiatives, hein, néanmoins, à l'heure actuelle, qui visent à assouplir, modifier, voire même mettre un moratoire sur cette règle. Après, l'objectif, c'est effectivement de le faire en intelligence avec vous, en fonction des enjeux et puis de la performance in fine pour le client. Puisqu'en fait, l'exercice de départ, et ça c'est vrai pour Value for Money, mais c'est un grand item, hein, la transparence des frais, c'est effectivement de piloter les frais versus la performance globale. Et c'est tout l'enjeu de l'application et d'harmoniser cette application, où là il y a encore effectivement un peu de travail à faire. Et il est vrai que côté AXA, côté TEMA, on est plutôt en la matière des bons élèves, voire des très bons élèves, donc sur l'application de recommandations, de réglementations. Et donc, il faut aussi, et c'est le travail que l'on fait, y mettre un peu je dirais, de souplesse, de pragmatisme et de réalité commerciale et d'accompagnement commercial. Alors, pour Vie+, c'est important d'être un très bon élève. Je le soutiens. En toute transparence, et je pense qu'on sera quand même après d'accord, la première vague de FFM, je suis entièrement d'accord avec Olivier, ça n'a pas fait de mouvement, voire même ça a fait du bien. Parce que oui, la réglementation à court terme, ça apporte de la complexité dans l'offre. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on fasse le travail de les sortir, d'aller étudier pourquoi il y a une norme BCE, CIC sur les frais, je vous fais pas le détail. Mais ça professionnalise notre métier. C'est-à-dire que de l'autre côté, on dit tout simplement le value for money, c'est je veux en avoir pour mon argent. Et donc, quand on sort des fonds qui ont trop de frais par rapport à la performance, ça n'a pas d'impact. Par contre, effectivement, la deuxième vague fait plus de bruit. Et la troisième vague en fera plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tentent de faire plusieurs assureurs et plusieurs asset managers? On tente d'expliquer que ça serait bien qu'on ait une règle plus commune. Il y a forcément des sujets de business, hein. Il y en a sur lesquels, ou si on arrête certains fonds chez certains distributeurs, ça pose un gros problème sur le modèle économique. Donc, on freine. Maintenant, on continue d'appliquer, notamment très facilement sur les fonds où il y a le moins d'encours chez chaque assureur. Et après, le sujet, c'est vraiment de regarder la performance. Quand on enlève un fonds qui n'a pas une bonne performance, bon, en général, vous n'avez pas souscrit dessus, donc on n'a pas de gros sujet. Par contre, il y en a d'autres, on a de la performance et des niveaux de frais qui sont plus forts. Et là, c'est l'interprétation libre de chaque assureur et c'est là où c'est plus complexe. Mais la première vague, franchement, faisait du bien. La deuxième est plus compliquée. Pas mieux, hein. Non, mais tout a été dit. C'est vrai que même si on est moins impacté parce qu'on a un assureur qui, lorsqu'on a le choix entre deux parts d'un même fonds, nous fait référencer la part la moins chargée en frais. Ce qui fait qu'on a eu une première vague qui a été bah, insignifiante pour nous. C'est vrai que dans le temps, ça va être peut-être plus problématique. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de C'est ce qui est assez surprenant quand même, c'est que d'un côté, vous avez le value for money, et dans le même autre temps, vous avez j'allais dire, les fonds structurés qui ont pris une part très prépondérante dans les contrats d'assurance aujourd'hui. Alors la notion de frais est, bon, est différente, mais en tout état de cause, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'offres de fonds structurés dans votre gamme de produits, et ça vous fait pas, ça vous change pas votre vie. Si d'un côté on enlève des fonds avec des frais plus réduits, et de l'autre côté des frais plus importants. Alors, est-ce qu'il faut aussi que demain il y ait un modérateur à l'AMF qui vienne mettre un peu le nez là-dedans pour que vous puissiez être, j'allais dire, plus gentil vis-à-vis des CGP qui ne peuvent pas avoir accès parce que le value for money est handicapant quand même quelque part, et puis de l'autre côté les fonds structurés qui ont un certain avantage. Je ne veux pas dire que les fonds structurés n'ont pas d'avantage, mais si on regarde dans la gamme, vous avez quand même une forte pondération de fonds structurés aujourd'hui. Alors, tout est une question de pondération. Encore une fois, il ne faut pas tout mettre sur le structuré. Je pense que la riposte s'organise aussi. Je pense qu'il y a Valentin Beaucret qui a commencé à créer un organisme autour des produits structurés.
Je pense que ça va sûrement y venir. Moi, j'ai pas d'infos personnellement. Euh, à notre niveau, déjà, je pense qu'on a un travail à faire. On a un devoir moral de pouvoir ou non référencer des produits structurés. Je dis pas que c'est tous les mois, mais régulièrement, on a des produits structurés où la pyramide des frais elle est un peu inversée, frais rendement. Nous, ce qu'on vise, c'est des produits structurés qui ont un rendement qui est, on va dire, en cohérence avec le profil de risque du produit, que le niveau de rémunération du cabinet ou du groupement est aussi dans des eaux, on va dire, correctes. Et puis nous, après, on arrive en troisième position, mais déjà, je pense qu'à notre niveau, on a un travail à faire pour éviter les produits surchargés en frais. Alors oui, les produits structurés, effectivement, ça marche chez tous les assureurs, ça prend une place importante dans la location, ça, il n'y a aucun débat, et ça a toute sa place dans la location d'assurance vie. Donc c'est pour vous dire que c'est pas un sujet tabou chez les plus et sur Avenir. On référence des centaines et des centaines de produits structurés chaque année. Maintenant, bah, on n'a pas attendu que le régulateur se prononce. On a notre rôle en tant qu'assureur, on est des professionnels. On est des professionnels qui garantissent aussi que votre activité peut tenir, que votre cabine ne va pas se retrouver dans une situation compliquée. Il y a les frais que vous voyez directement, il y a les frais du broker et les frais de l'émetteur. Et ça, la lecture, elle est plus compliquée. Pour dire, je pense que très peu le voient. Donc nous, on a pris des décisions fortes, par exemple sur le niveau maximum de front cumulé de max 10%. Il y en a très peu qui l'ont fait, mais on considère que c'est notre responsabilité que les structurés ne dépassent pas 10% max de frais. Et en réalité, on y est quasiment à chaque fois, d'accord, quand vous prenez les frais cumulés. Donc ce qu'il faut regarder, c'est en fait c'est la performance qui est en face, la performance qui est offerte au client. Il y a un principe sur lequel je commence à m'attacher un peu, c'est est-ce que à un moment donné, le coupon qui est donné doit toujours être plus faible que le niveau d'upfront maximum? Bah, j'en suis pas certain. C'est aussi un sujet sur lequel on va se pencher. Mais on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une régulation. On peut déjà commencer à l'entamer par nous-mêmes. Et je pense que c'est important. Il y a plein de structurés sur indice, sur taux. Vous savez qu'il y en a qui sont en KG, en non KG. Les frais doivent être adaptés aussi. Je pense qu'effectivement, vous savez qu'il y a un petit peu moins de frais sur les taux, plus de frais sur les indices. Et ça s'explique. C'est le coût de la structuration. Mais on a tous des équipes qui sont professionnelles et qui sont capables de suivre les produits structurés. Et je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'attendre que l'AMF se prononce sur notre activité. Euh, je vais pas ajouter grand-chose, hein. Effectivement, on est plutôt dans une logique là aussi, d'encadrer et de plafonner les frais globaux maximum. Et puis, c'est aussi de la part, donc, on a notre part de responsabilité en tant qu'assureur, évidemment, dans cet encadrement, mais de façon un peu plus globale aussi. Il y a la vision frais, bien sûr, qui est importante, la promesse client, mais aussi beaucoup de pédagogie auprès des distributeurs et des clients finaux sur le fonctionnement. Donc, on entend parler aussi des decrements en points, en pourcentage. Donc, il y a tout un tas de sujets sur lesquels il faut collectivement et dans lesquels les assureurs ont leur part effectivement de responsabilité, tant sur les frais que sur le fonctionnement et la promesse de gain finale. Alors, comment vous voyez maintenant votre offre pour les prochaines années? Bon, on a eu entre-temps une petite déconvenue sur le marché de l'immobilier des SCPI. Est-ce que ça va perdurer? Parce que bon, il y a eu des déconvenues. Ça a parfois même fait des blocages. Est-ce que la SCPI, on parlait de ce matin, va toujours être d'actualité dans les contrats d'assurance? Est-ce que vous allez mettre des règles beaucoup plus dures de référencement? La partie immobilière, comment vous la voyez dans vos contrats respectifs? Alors toi, je sais que tu n'en fais pas. Alors moi, ça va être assez rapide, hein, puisque la position d'AXA Tema depuis de très nombreuses années, c'est de ne pas intégrer effectivement l'immobilier dans les contrats d'assurance vie. Pour le reste, le contrat d'assurance vie, c'est une caisse à outils sur la matière financière. C'est de la diversification, donc on va continuer dans cette logique-là. Ce sont les UC traditionnels qu'on connaît, c'est le private equity, c'est l'immobilier pour ceux effectivement qui en font. Et donc la trajectoire et la projection que l'on a, effectivement, c'est de poursuivre cette diversification en fonction à la fois des éléments conjoncturels, structurels, de vos besoins et des besoins de vos clients, et d'être accompagnant avec beaucoup je dirais, de pédagogie et de sécurité autour des supports que l'on va intégrer dans les contrats. Concernant Sélentia Patrimoine, historiquement, la compagnie, alors sans être sur la même position qu'AXA, mais a toujours limité le pourcentage d'investissement en immobilier dans les contrats à maximum 30%. Donc, ce qu'on a connu sur l'immobilier n'a pas provoqué j'allais dire de cataclysme au sein des contrats. Aujourd'hui, en tout cas nous concernant, on continue
de référencer des supports immobiliers, continue de référencer des supports immobiliers. Je peux citer notre dernier référencement, parce que je vois un très joli kakémono qui est là-bas, qui s'appelle Eden, cet SCPI, qui fait partie en fait de ces SCPI nouvelle génération qui sont plébiscités par vous, mesdames et messieurs CGP. Je vais en citer, Iroko, Remake, et la dernière en date, c'est Eden. Et on voit qu'il y a de nouveau des flux entrants et qui deviennent significatifs sur la classe d'actifs immobiliers par un vecteur d'investissement différenciant, sans frais d'entrée et du running. Je crois que Vipplus fait pas mal de SCPI, du moins tolère un certain pourcentage, mais on peut faire beaucoup de SCPI chez vous, et je pense aussi chez l'UNEP aussi, hein, contrairement au... Oui, sur l'immobilier, on en a beaucoup chez Suravenir et chez Viplus, mais parce que vous en avez demandé beaucoup, on va être très clair, les CGP ont été très porteurs sur le sujet. Aujourd'hui, on en a plein. Est-ce que ça se vend dans les contrats? Réellement, très peu. Celle que tu as citée et qu'on a, oui, ça se vend. On fait attention à nos ratios d'emprise parce que bah, là, c'est aujourd'hui notre sujet, c'est que nous, on a des ratios d'emprise qui sont assez forts sur plusieurs asset managers immobiliers. Donc, c'est notre point de vigilance. C'est pas forcément de pas en faire, c'est plus de faire attention à ne pas dépasser nos ratios de risque. Par contre, oui, on en a fait beaucoup, on continue à en faire, c'est toujours ouvert, on est sur la liquidité. Mais clairement, il y en a quasiment plus qui sont commercialisés par les CGP, c'est des volumes qui sont très très petits. On est à moins d'un dixième que ce qui était fait il y a 3 ans. Bah, nous, les SCPI, on a été basé on a été fondé sur Immorente, entre guillemets. Donc, on a été impacté, alors directement, mais je dirais que c'est injustifié. Parce qu'en fait, on a eu le choix de quasiment toutes les SCPI dans nos contrats. Et hormis quelques-unes, toutes les SCPI que l'on a ont tenu la dragée haute à cette crise. Je pense à Immorente, par exemple, qui est peut-être une des très grosses et qui continue de performer. Notre travail là depuis 2 ans, ça a été de dire, bah, oui, il y a une crise sur la SCPI, faut pas la cacher, mais il y a des SCPI. Il y a les néo-SCPI, tu en as parlé Olivier, Iroko par exemple, chez nous ça cartonne, que ce soit en direct ou en assurance vie. Vous avez, des SCPI plus grosses comme Immorente, Foncière et Territoire, Sogénial avec, Cœur de Ville par exemple. Bon voilà, c'est des SCPI qui sont installés depuis, des années mais qui ont continué d'être présents, d'avoir de bons rendements dans la moyenne sans dévaloriser son prix de part. Et il y a le troisième marché des CPI, ceux qui ont souffert, c'est les plus grosses, donc forcément ça se voit un peu plus, mais en nombre c'est moins vrai. C'est des CPI essentiellement distribués massivement par les réseaux bancaires, financés à crédit et qui investissent sur du bureau. Et comme je dirais, le bureau n'est pas mort, il y a des marchés du bureau, donc c'est pour ça que c'est important de scinder un petit peu tout ça. Et notre travail depuis 2 ans, ça a été de faire cette pédagogie. Et on a eu bien sûr un ralentissement de la collecte sur l'immobilier. On doit être à 50% d'encours sur l'IMO. Parce que les fonds en euros sont bons, parce qu'on s'est mis à faire un peu de structuré. Mais chez un de nos 2 assureurs, on continue à bien collecter parce que c'est plutôt de jeunes SCPI. Alors, j'ai 3 minutes, je crois, qui me restent. Je voudrais savoir sur l'évolution de l'offre pour l'avenir. Bon, plus d'ETF qu'aujourd'hui, parce que c'est aussi devenu quand même un support intéressant, même s'il rapporte moins pour les CGP, mais en tout état de cause, il va être de plus en plus dans les contrats. Et est-ce qu'aussi vous allez développer les mandats de gestion que vous avez initiés, et est-ce qu'il y en aura plus demain? Le private equity, on en a fait. Est-ce que ça va encore se développer plus? Comment vous voyez l'offre assurantielle pour les 5 prochaines années? Nous, on est plus mitigé sur le mandat de gestion. On pense que c'est pas forcément l'avenir, en tout cas à notre niveau. Ce qu'on voit et ce qu'on pense, c'est qu'à moyen long terme, il va y avoir de l'innovation sur les différents supports d'investissement. Ça a déjà été amorcé sur les OPCVM. Auparavant, on investissait sur une maison ou sur un marché France, Europe, monde. Aujourd'hui, on investit sur des thématiques. C'est vrai dans les OPCVM, c'est vrai pour le private equity maintenant, et c'est aussi vrai pour les SCPI. Donc, l'avenir, c'est de continuer d'être innovant. Si on veut aller chercher une clientèle de plus en plus jeune, ben, il faut aussi faire du marketing et donc marketer tous ces différents supports d'investissement à condition qu'ils soient bons. Donc nous, il est là l'avenir. Enfin, on estime que c'est là. Il y a que 15% du marché qui est pris par les CGP. Il y a un boulevard, donc ça passe par l'innovation, les produits. Alors nous, ce qu'on a fait là-dessus, c'est qu'on a investi beaucoup de millions pour créer un contrat qui est multi-compartiment. Vous avez plusieurs gestions libres, plusieurs gestions sous mandat. Vous pouvez tout cumuler. L'idée, c'est qu'on s'est dit, c'est que vous pouvez tout faire au sein d'un seul contrat d'assurance vie. Donc à la fois avoir plusieurs mandataires et avoir plusieurs gestions libres. Vous pouvez les mettre par thématique. Vous pouvez dire ça, c'est ma poche obligataire, ça, c'est ma poche action en gestion libre, ça, c'est ma poche structurée, ça, c'est ma poche FCPR, j'ai mon reporting, j'ai ma performance par poche.
Donc, on a laissé le choix total au CGP. Si vous voulez plus d'ETF, on mettra plus d'ETF, on en a déjà beaucoup. Si vous voulez plus d'autres choses, on le fera. Ce qu'on va faire dans les 2 lignes très rapidement, on va mettre un mandat en place avec Yomoni sur un mandat 100% ETF, leur plus performant, celui qui a fait 100%, il nous regarde très vite, celui qui a fait 100% de performance l'année dernière. On va mettre en place des fonds de dette privée, parce qu'on en a, mais on va mettre des fonds institutionnels, ceux qu'on achète par le biais de Crédit Mutuel Arca, c'est-à-dire ceux qu'on retrouve au niveau de nos fonds propres. On va mettre en place des fonds donc, de dette privée dans les contrats d'assurance vie, on va en mettre 2 très prochainement. Et après, on continuera toujours à s'enrichir selon aussi votre besoin, ce que vous nous remontez au quotidien auprès de nos inspecteurs. C'est effectivement de poursuivre la diversification et les épargnants ont de plus en plus besoin de mettre du sens dans leur épargne. Et donc, c'est notre ambition et l'ambition des assureurs, c'est de pouvoir y répondre. Donc, au travers des différentes UC, au travers du private equity qui marche bien et qui va marcher, je pense, de mieux en mieux. Et donc, c'est d'être accompagnant, de vous accompagner, d'accompagner vos clients pour répondre à leurs besoins premiers, en tout cas, qui tentent à s'accélérer, c'est de donner du sens. Et donc, c'est de répondre à cela en innovant aussi, en ayant des contrats qui sachent tout faire, en ayant des gammes très ouvertes, permettant effectivement cette diversification au sein d'un seul et même véhicule, et puis de répondre effectivement aussi à les jeunes générations qui épargnent de plus en plus, mais qui ont d'autres besoins, d'autres habitudes. Tu parlais des ETF, effectivement, ça en fait partie, mais pas que. Et puis de mettre tout ça dans un environnement sécurisé et digitalisé. L'innovation reste évidemment un critère important, mais je le vois plus comme un produit d'appel, je dirais une offre de différenciation, mais fondamentalement, avec ma casquette de vieil homme, depuis 30 ans, ça n'a pas fondamentalement changé. Aujourd'hui, si je prends parmi les OPC, pardonnez-moi, les plus plébiscités dans notre offre, on retrouve Airvalor. Airvalor, ça reste un fonds de portefeuille, une valeur, je pourrais citer également Comgest, qui fait partie des acteurs historiques et qui continue de tenir, j'allais dire, le du pavé. Moi, je crois beaucoup plus à... finalement toujours ce bon sens terrien qui vise à mener une allocation d'actifs répartie, bien diversifiée, permettant justement de poser des fondations qui résistent dans la durée et profitant des opportunités en fonction du contexte extérieur. Quand on parle des ETF, chez nous aussi, on a de plus en plus d'ETF, c'est vrai. Mais on va chercher des ETF sur sur des classes d'actifs très ciblées. Donc, je pourrais le trouver au travers d'un gérant qui aurait cette spécification. Si je ne l'ai pas, je vais chercher au travers d'un ETF. Donc, c'est un élément qui finalement met en avant plus que jamais l'intérêt, tu posais la question tout à l'heure, Président, l'intérêt de l'architecture ouverte qui évidemment reste le pilier fondamental de l'exercice de votre métier dans les allocations d'actifs que vous proposez à vos clients. Et notre rôle, nous, c'est d'être en alerte. Alors, l'assureur que nous sommes, on essaye d'être imaginatif pour proposer le meilleur de notre expertise. Mais fondamentalement, l'expertise, elle est chez vous et notre rôle, c'est d'être là pour répondre à vos attentes, vos besoins. Je me souviens que certains d'entre vous se considèrent être, depuis très longtemps, découvreurs de talents. À nous, assureurs, d'être à l'écoute pour pouvoir mettre le talent que vous avez découvert à votre disposition. Merci messieurs, je vous remercie pour la qualité de nos échanges, de la transparence vis-à-vis du monde du CGP. Merci à vous.